Alors bonjour à tous, à toutes et tous et bienvenue. Alors je me suis permis, de couper vos micros, voilà, pour qu'il y ait pas de bruit parasite. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Marjolaine Basmadian, donc la coordinatrice du réseau de la FEMS. Alors je viens de lancer l'enregistrement également et donc bienvenue pour ce, 7e, jeudi de la FEMS. Alors certains d'entre vous, ont l'habitude, hein, d'y participer, et reviennent, voilà, tous les 15 jours. Mais un petit rappel donc, pour les jeudis, pour ceux qui connaissent pas ou pour lesquels c'est la première fois qu'ils y participent. Donc c'est, voilà, un cycle de rencontres, qu'on a initié depuis donc ce début d'année, voilà, en ligne, thématique, voilà, avec, cette notion aussi, voilà, que ce soit plus, convivial et conversationnel, pour, nos adhérents. Donc ça a lieu tous les 15 jours avec, des interventions, et des discussions elle pour échanger tous, sur vos expériences et voilà, faire vivre, notre réseau. Donc là, on en est, comme je vous le disais, au 7e épisode, et aujourd'hui qui va porter sur le thème: «Faire médiation via les réseaux sociaux». Alors avant que je passe, la parole, donc à Manuel, Moreau, qui va, animer donc, cette rencontre, voilà, quelques petites précisions sur le fonctionnement, le format, les règles du jeu. Donc les rencontres, je vous le disais, sont enregistrées. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître, hein, vous pouvez, tout à fait couper votre caméra. Je me suis permis donc de couper les micros, de tout le monde pour l'instant, voilà, pour éviter les bruits parasites. Donc pensez bien, à le rallumer, quand vous voudrez, prendre la parole au moment, du temps des échanges et puis à chaque fois à le rééteindre, hein, pour éviter donc toujours ces bruits parasites. Donc là, on va avoir voilà, une série de petites interventions courtes de quelques-uns de nos adhérents et ensuite donc un temps d'échange avec, voilà, un débat entre nous, des questions avec les participants. Alors sur Teams, vous avez la fonction, donc caméra et micro. Voilà, couper le micro comme je vous le disais, la caméra également, vous pouvez l'allumer, la rallumer et vous avez surtout aussi un petit pictogramme en haut, pour lever la main. Donc voilà, pour participer et n'hésitez pas aussi à utiliser, le chat, voilà, pour poser vos questions ou interagir, tout au long de la rencontre. Voilà, donc merci et je vais passer la parole tout de suite à Manuel, voilà, pour lancer, le sujet. Donc, bonjour à toutes et tous, hein, adhérents de la FEMS. Donc, je commence peut-être par les présentations. Donc, je suis Manuel Moreau, je travaille au sein du Musée de Bretagne depuis déjà une dizaine d'années. Ma mission est d'être, chargé de prospective et d'innovation dans la relation au public et finalement, depuis la dizaine d'années que je suis présent au Musée de Bretagne, j'ai la charge à la fois du site web et je suis aussi, investi, dans les réseaux sociaux, au sein, d'une équipe, active sur ces mêmes réseaux, au sein du Musée de Bretagne. L'idée de cette matinée effectivement, va être de discuter avec quelques membres, du réseau à qui je vais laisser la parole, dans quelques minutes. Mais avant ça, peut-être pour contextualiser, reposer un peu le cadre du sujet. On peut rappeler que effectivement les réseaux sociaux aujourd'hui, font complètement partie du quotidien, de nos musées et de nos écomusées, mais que ça fait déjà quand même un petit bout de temps qu'ils sont arrivés puisque je regardais encore, hier, le 1er musée en France à avoir investi les réseaux sociaux, enfin musée ou centre d'exposition, c'était les abattoirs à Toulouse en 2007. Donc vous voyez, ça remonte quand même avec un compte Facebook et un compte Flickr. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur les noms des réseaux sociaux. Aujourd'hui donc, tout à chacun, des équipements ont investi ces réseaux sociaux, de manière diverse, et variée. Pas forcément, beaucoup de comptes ou certains autres, en utilisant de multiples. Tout ceci répond bien évidemment, aussi à notre capacité à répondre aux usages des publics. Aujourd'hui, effectivement, on peut rappeler que, la plupart des usagers, français ou mondiaux, sont sur les réseaux sociaux. Alors on peut l'aborder d'ailleurs de différentes manières puisqu'ils le sont, mais avec quel matériel? Aujourd'hui, on sait que c'est majoritairement, avec les smartphones, avec un taux d'équipement qui ces dernières années a explosé. On est, je crois, à 90 quasiment, de taux d'équipement en smartphone, notamment en France et cette entrée sur les réseaux sociaux en fait,
heu, on peut voir que, beaucoup de gens sont inscrits sur ces réseaux. Quand on regarde les derniers chiffres là de 2021, les gens ont en moyenne 6 comptes sur les réseaux sociaux. Alors quand je rentre dans les réseaux sociaux, on rentre aussi dans les comptes de messagerie instantanée, les WhatsApp et autres. Et si on regarde de plus près quel type de médias sociaux en fait, est investi, en France notamment, c'est YouTube qui est la plateforme la plus investie. Donc, est-ce qu'on la considère comme un média social? On en discutera aussi parce qu'il y en a qui s'en servent juste comme dépôt de vidéos. Et puis juste après, effectivement, on va retrouver, Facebook, Instagram, Twitter et puis d'autres qui sont en train de monter en flèche, mais pour des publics plus particuliers, tels que, TikTok qui aujourd'hui est investi, par des publics plus jeunes et qui commence à être investi par un certain nombre de musées. On va rappeler également que, la montée en puissance de ces réseaux sociaux, a connu une accélération très, très forte avec le confinement, bien évidemment, et l'utilisation aussi du hashtag mis en place par le ministère de la Culture et qui s'appelait, Culture chez vous et qui a permis notamment parfois à des musées qui étaient sur un réseau social très, je vais dire confidentiel, territorialement très localisé, de tout d'un coup avoir une ouverture nationale parce qu'ils présentaient un projet qui était valorisé par d'autres médias sociaux de d'autres musées. Alors ce qu'on peut peut-être, également rappeler, c'est qu'un réseau social, c'est quoi? Bah, c'est un profil public, c'est une personne qui crée son profil au sein d'un système. C'est gérer une liste d'utilisateurs, ses propres utilisateurs, mais aussi aller découvrir la liste, et les diffusions, de d'autres utilisateurs, d'autres liens. Et puis finalement, ce sont des usages très variés, qui vont aller, de la sociabilisation, aller chercher de la sociabilisation via les réseaux sociaux, mais aussi s'exprimer et finalement exprimer une forme d'individualisme par les usagers. Et finalement, c'est un peu vrai aussi peut-être des musées qui veulent s'exprimer, s'incarner par les réseaux sociaux. Alors, sans plus attendre, on va laisser la parole à nos différents intervenants. Heu, Autour de la table aujourd'hui, on va accueillir, le musée d'Aquitaine par, la personne de Marion Blanchet qui est, responsable du pôle communication, mécénat et partenariat au musée d'Aquitaine. Ensuite, nous, rencontrerons les gens du MUSE, le musée de Suresnes avec, Stéphane Arnoux et Noémie Moringhen, tous 2 en charge, d'actions de médiation culturelle, mais aussi de communication et médias sociaux. Et puis on finira par Estelle Comte, directrice de l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Ah, et vous verrez que ça nous donnera l'occasion finalement d'aborder de multiples sujets autour de cette question de la médiation, sur les médias sociaux puisque, on abordera, avec eux notamment, au-delà de la présentation de leur propre structure et comment ils investissent les réseaux sociaux, on verra, également comment ils s'organisent au quotidien pour parler sur ces réseaux sociaux. Finalement, qui parle? Médiateur, directeur, chargé de communication. Ce sera intéressant d'en échanger ensemble. Bien évidemment, ils répondront à cette question qui est un peu l'invitation à cette rencontre qui est, finalement comment faire médiation via les médias sociaux? Peut-être aborderont-ils justement la définition de cette médiation. Est-ce la même sur les médias sociaux ou en physique? Et puis, finalement, on abordera aussi, et ce sera peut-être l'ouverture sur nos discussions derrière, quelles sont les perspectives de développement? Et puis finalement les questionnements, qui restent encore, à aborder sur l'usage, de ces médias sociaux. Alors, sans plus attendre et pour, garder, le rythme, puisque vous savez aussi les médias sociaux, c'est une question de rythme. On va tout de suite, laisser la parole, à Marion Blanchet, du musée d'Aquitaine, pour répondre aux quelques questions que j'abordais, à la fois une présentation de l'établissement, de son rôle, c'est comment sont investis les réseaux sociaux au musée d'Aquitaine et puis on s'intéressera peut-être, plus précisément à une question puisque vous verrez avec ces 3 interventions, on abordera peut-être, des sujets plus précisément, puisqu'avec le musée d'Aquitaine, notamment, on verra que, la présence sur les réseaux sociaux, c'est presque la présence en ligne, majoritaire. Donc je pense que certains d'entre vous aborderont ce sujet-là avec ou pas, a-t-on un site internet ou pas? Et le rôle des médias sociaux en lien. Et puis on verra avec, le musée et l'écomusée, de la Bresse bourguignonne, on abordera encore d'autres sujets qui vont nous éclairer
pas de manière exhaustive, mais en tout cas de manière à engager la discussion par la suite, qui nous éclaireront sur ce que sont pour nous aujourd'hui l'usage des médias sociaux. Donc bienvenue Marion Blanchet. Je me propose de vous laisser la parole dès à présent pour vous présenter et nous expliquer un peu comment au Musée d'Aquitaine on investit les médias sociaux. Petit rappel, n'hésitez pas à suivre le chat au cours de l'intervention de Marion Blanchet. Je vais rajouter la liste de leurs médias sociaux, ce qui pendant l'intervention vous permettra de découvrir peut-être ce qu'ils font si vous ne l'avez pas encore découvert. À vous la parole Marion. Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation ce matin. Donc, je suis Marion Blanchet, responsable de la communication du mécénat et des partenariats au Musée d'Aquitaine à Bordeaux. Donc rapidement, le musée d'Aquitaine est un musée d'histoire et de civilisation qui présente l'histoire de Bordeaux et de l'Aquitaine depuis la préhistoire à nos jours. Donc 400 000 ans d'histoire qui sont retracés à travers le parcours. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, le musée s'est mis sur les réseaux sociaux en 2012, en même temps que la création du site internet. Les outils ont été lancés en même temps. C'est vrai que 2012 pour un site internet, ça peut paraître assez tard, mais voilà, jusqu'à cette année-là, le musée n'avait pas de site en propre. Nous sommes un musée municipal et donc les musées de la ville en fait avaient juste une page sur le site de la ville de Bordeaux et donc à partir des années 2010, chaque musée a bénéficié de son propre site. Et donc, la personne à l'époque qui était en charge du projet de création de ce site internet a lancé aussi les comptes réseaux sociaux du musée, donc Facebook, Twitter, Instagram, et puis Pinterest aussi à l'époque. Alors, voilà, je vais pas y rester longtemps. C'est un réseau social en fait qu'on a assez vite abandonné parce que voilà, il correspondait pas forcément aux objectifs qu'on souhaitait atteindre. Et puis c'est un réseau social qui demande beaucoup de temps et de travail sur l'image et voilà qu'on a du coup laissé de côté assez rapidement en se focalisant donc principalement sur Facebook, Twitter qui ont connu un démarrage assez rapide et puis Instagram qui est monté en puissance un peu plus tardivement. Je crois qu'on a pris aussi plus de temps à le saisir, à saisir ses fonctionnalités, à voir ce qu'on pouvait en faire. Là aussi, beaucoup de travail sur l'image. Et puis, c'est un réseau social aussi qu'on voit qui monte en puissance depuis quelques années, peut-être aussi au détriment de Facebook. Ça se voit assez dans les chiffres. Donc l'objectif au départ, pour nous, je pense que assez globalement, comme tout le monde, c'était vraiment un objectif de notoriété, de visibilité, donc de communication. Donc les réseaux sociaux étaient utilisés et sont toujours utilisés pour faire connaître les collections du musée et aussi avec un rôle très important de promouvoir l'agenda des événements du musée. Voilà, on a des outils papier que vous avez certainement tous, un programme culturel, voilà, des flyers, des affiches, etc. Mais les réseaux sociaux permettaient vraiment, à notre sens, de pouvoir promouvoir de manière plus dynamique et en temps réel toute la programmation d'événements que nous proposons. Et puis évidemment, de plus en plus, ces réseaux sont devenus des vrais outils de médiation et encore plus, vous le rappeliez Emmanuel en introduction, durant l'année qui vient de s'écouler, c'est vrai qu'on on s'est vraiment emparé de ces outils-là pour faire découvrir et le musée durant sa période de fermeture et continuer à garder le lien avec les publics par cette entremise. Je vais poursuivre le lien avec le site internet parce que pour nous, il est assez important. C'est vrai que le site internet, je vous l'ai dit, il date de 2012 et en fait, depuis 2012, il n'a pas été modifié. Donc, si vous avez l'occasion d'aller visiter notre site, vous verrez qu'il est très, très obsolète. On travaille aujourd'hui à une refonte complète de ce site qui en a bien besoin. Voilà, tant dans son architecture, dans ses contenus que dans son ergonomie et dans ses usages. Donc, on devrait d'ici quelques mois avoir un nouveau site internet et voilà, qui va nous permettre, je l'espère aussi, d'être davantage
sur des usages actuels, d'être beaucoup plus, de mettre beaucoup plus en avant aussi l'image que ça n'est le cas aujourd'hui, et puis d'avoir un site responsive, ce qui est un peu la base, mais voilà, qui n'est pas aujourd'hui satisfaisant dans sa version actuelle. Et donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, là, ces dernières années, en fait, ont vraiment pris le pas sur la communication en ligne qu'on peut publier sur notre site Internet. Et on voit qu'on a un site Internet dans ses chiffres de fréquentation qui a plutôt tendance à régresser. Et là, on l'a vu de manière très, très flagrante cette année avec la fermeture qu'on a tous connue. Voilà, le musée a été en fait très peu consulté, et donc c'est assez corrélé avec le fait, avec les statistiques qu'on a du site qui ont que les publics le consultent quand ils veulent trouver une info pratique pour préparer leur venue au musée. Donc, ils consultent les horaires, les tarifs. Mais finalement, tout le contenu qu'on a mis en ligne et qu'on continue de mettre en ligne sur le site Internet est en fait assez peu consulté, malheureusement, même si on a fait beaucoup de travail en termes de rédaction et de mise en ligne de ces contenus. Mais finalement, ce n'est pas sur le site Internet. On se rend compte vraiment que les publics viennent les consulter. Et beaucoup plus en revanche sur les réseaux sociaux. Pour expliquer aussi un petit peu comment on est organisé, parce que je crois que ça structure aussi vraiment les possibilités de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on peut faire. Donc je le disais, les réseaux sociaux, le site Internet ont été lancés en 2012 par une chargée de projet numérique qui est toujours au musée actuellement et dont les missions ont été plutôt recentrées aujourd'hui sur la partie contenu multimédia en salle. Donc tout ce qui va être tablette tactile, écran tactile en salle, parcours audio guidé, etc. Et il y a 3 ans, quand je suis arrivée, donc l'animation du site Internet et des réseaux sociaux a été rattachée à la communication, ce qui nous permet vraiment de travailler une stratégie de communication globale et de mettre en résonance le travail qui peut être fait sur tous les outils plus classiques, et puis ces outils réseaux sociaux qui sont vraiment intégrés à part entière à la stratégie de communication. Donc au sein de l'équipe, je travaille avec une chargée de communication qui, elle, s'occupe plutôt de la partie print, relations presse, de l'animation du site Internet. Nous avons la chance d'avoir 2 graphistes en interne, ce qui, ça, est aussi plutôt un point fort pour l'aspect création de bannières, par exemple, enfin des choses toutes bêtes, mais qui nous permettent d'avoir des jolis visuels et des contenus attractifs à publier. Et puis, pour l'animation réellement des réseaux sociaux, on fonctionne avec des ressources temporaires, donc stagiaires, service civique depuis quelques années. Et ça, évidemment, c'est à la fois un appui précieux, mais c'est complètement insuffisant, parce qu'on a vraiment constaté que si on voulait être très investi sur les réseaux sociaux et pouvoir les alimenter de manière quotidienne, en fait, ça représentait à la louche, on a estimé un mi-temps de quelqu'un qui pourrait être vraiment intégré à l'équipe du musée, et donc de fonctionner avec des ressources non pérennes qu'il faut reformer tous les 6-8 mois. Je pense que vous le savez aussi tous très bien, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dépensée, et donc c'est aussi assez insatisfaisant sur les périodes où on n'a personne, parce qu'il faut se répartir au sein de l'équipe la charge de travail. Donc on essaye de lisser ces fluctuations de ressources pour rester présent de manière constante tout au long de l'année, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, et aujourd'hui on n'a pas de ressources pérennes, et c'est vraiment un sujet sur lequel on réfléchit, de pouvoir peut-être transformer un des postes de graphiste notamment. On a un peu un mouton à 5 pattes qui pourrait être une personne qui continuerait à faire du graphisme et à travailler sur les outils de communication, mais à vraiment prendre en main à mi-temps l'animation des réseaux sociaux, sachant que c'est assez compliqué de trouver, mais ça je pense qu'aussi tout le monde le sait très bien, la ressource idéale. Les réseaux sociaux font appel bien sûr au travail de l'image, avec de plus en plus le développement de contenu vidéo. Donc on suit la tendance qui est celle de Facebook, qui est celle de YouTube, de publier de plus en plus de contenu vidéo. Donc ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Donc là, c'est vrai que quand on a nos jeunes en stage ou au service civique qu'on recrute, on voit qu'ils ont ces compétences-là que les personnes qui sont depuis plus longtemps au musée n'ont pas forcément. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi des compétences
compétences en rédactionnel. Voilà, il faut savoir éditorialiser du contenu de la même manière qu'on le fait sur nos outils print, sur nos dossiers de presse ou autres, et avec un ton qui est aussi bien spécifique. Donc voilà, quand je parlais de mouton à 5 pattes, c'est de savoir cumuler ces compétences qui relèvent à la fois de l'image et de l'écrit. Et donc, pour préciser aussi, donc cette équipe communication, nous sommes rattachés au service au public, donc qui compte aussi l'équipe médiation. Et ça, c'est vraiment très important parce que si l'animation des réseaux sociaux du site internet est rattachée aujourd'hui à la communication, pour avoir une vision globale de l'image qu'on diffuse en ligne du musée, le travail en fait avec les médiateurs, avec les chargés de collection, il est vraiment récurrent et quotidien. Évidemment, nous, on n'est pas en capacité à la communication, enfin, on n'est pas en capacité, on peut rédiger des contenus, mais dès qu'il faut présenter une œuvre en détail, savoir la contextualiser historiquement, pouvoir parler de sa composition, de ses caractéristiques artistiques ou autres, évidemment, on travaille avec nos collègues médiateurs, avec les chargés de collection qui nous alimentent en contenu. Et donc ça, c'est vraiment aussi une chose importante dans notre organisation, ça a été de faire comprendre que les réseaux sociaux, c'est aussi l'affaire de tous. Certes, il y a plusieurs personnes au musée qui sont chargées de ce travail de rédaction, de conception de visuel, mais c'est vraiment un réflexe en fait à avoir, par exemple, quand il y a des mouvements d'œuvres en salle, que les collègues nous le fassent savoir pour qu'on puisse aller prendre des photos, faire quelques images, en parler sur les réseaux. Vraiment que tout le monde ait le réflexe au sein du musée de nous alimenter sur les actualités qui peuvent se passer. Et puis que nous, on puisse aller chercher la matière auprès des collègues référents et compétents. Donc voilà, c'est vraiment un travail de création qui se fait dans la transversalité. Alors le sujet, évidemment, faire médiation via les réseaux sociaux, oui, et de plus en plus, c'est vrai que on continue à utiliser ces outils pour communiquer. Donc la frontière entre communication et médiation sur les réseaux sociaux, elle est vraiment très fine, très poreuse, et on voit que ce qui est de la communication fait aussi médiation et vice-versa. Donc pour nous aujourd'hui, voilà, ces outils-là sont vraiment un moyen de transmettre le musée, de faire connaître le musée. Et on le voit bien en fait dans les publics qui nous suivent. Alors on arrive à identifier que certains des publics sont des publics qui connaissent bien le musée, qui visitent le musée de manière récurrente, mais on voit aussi qu'il y a qu'on a des publics qui nous suivent et qui sont pas forcément de Bordeaux, mais qui trouvent un intérêt à suivre nos contenus. Et donc voilà, on fait un gros travail là, encore plus qu'avant depuis un an pour présenter des œuvres, pour créer des séries thématiques. Donc pour donner quelques exemples, depuis on a créé des séries de vidéos sur les secrets d'œuvres, donc nous ce qu'on estime être des chefs-d'œuvre du musée, mais qui ne sont pas forcément les objets phares qu'on met les plus souvent en avant et qu'on va décrypter dans une courte vidéo de 2-3 minutes pour essayer d'attirer l'œil du public, de l'internaute sur des détails qu'il n'aurait pas forcément vu tout seul. Là récemment, à l'occasion de la journée des droits des femmes, on a créé avec les médiateurs une petite web-série de 6 vidéos qui présentaient la place de la femme à travers les époques historiques et qui fait lien avec une visite qu'on propose au musée qui s'appelle Un égal des égaux et qui justement retrace cette place des femmes au cours de l'histoire. Donc, on est vraiment dans cette mise en résonance entre ce qu'on propose au musée et ce qu'on peut proposer en ligne, qui en est pas tout à fait la copie conforme. Et ça, c'est vraiment dans les réflexions qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, les réseaux sociaux, le site internet sont là pour mettre en avant ce qu'on peut trouver dans le musée, mais ce sont aussi des opportunités de présenter autre chose, de mettre en avant autre chose et de se dire que le visiteur qui va aller sur nos réseaux, qui va venir sur notre futur site internet demain, va pouvoir trouver aussi du contenu qu'il ne verra pas forcément en salle. Tout ce qui va être présentation d'œuvres en réserve, coulisses du musée, ça, je pense que vous l'avez certainement expérimenté aussi pour une partie d'entre vous, c'est des choses qui fonctionnent très très bien, de pouvoir montrer aux visiteurs en ligne ce qu'il ne va pas pouvoir voir en tant que visiteur
du musée, c'est vraiment quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée. Et donc, pour nous, c'est aussi un travail de valorisation de collection ou de contenu qu'on n'a pas forcément l'occasion ou le temps ou la place de présenter au sein du musée. Et donc, qu'on va pouvoir mettre en ligne sur nos réseaux. Manuel, je vous laisse contrôler le temps parce que je pense que ça fait à peu près un quart Eh d'heure. ben, vous êtes juste dans les 10-15 minutes que nous vous proposions. Peut-être on continuera tout à l'heure notre discussion avec les autres intervenants, donc autant laisser aussi la parole aux autres collègues. Peut-être quand même deux précisions. Vous avez abordé le terme de responsive design. Pour les gens qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'un contenu web ou réseaux sociaux peut être lu et s'adapte aux différents types de matériel. Smartphone, téléphone portable, pardon, smartphone, ordinateur, tablette. Et donc, c'est un type d'organisation des contenus qu'il permet. Et puis enfin, il y a une question dans le chat, donc je vous demande d'y répondre. Et puis, pour le coup, les autres intervenants y répondront peut-être dans le cours de leur intervention, de nous indiquer peut-être les chiffres de fréquentation un peu globales de vos réseaux, même si vous ne les avez pas tout à fait en détail, c'est pour donner une proportion. Bien sûr. Alors, sur nos différents réseaux sociaux, aujourd'hui, sur Facebook, on est à peu près à 15 000 abonnés. Ce que je disais en intro, Facebook est parti très très vite. Ça a été vraiment le premier réseau qu'on a fortement investi et donc avec une montée en puissance assez rapide. Et là, on constate depuis 2-3 ans, je dirais, un tassement. Donc Facebook est toujours notre réseau social le plus fréquenté, celui donc, sur lequel on touche à peu près 15 000 abonnés, mais avec une croissance qui a tendance à s'amoindrir. Twitter, on est aux environs de 9 000 abonnés. Donc là aussi, Twitter est parti très vite et se tasse depuis 2-3 ans. Donc on continue à engranger de nouveaux abonnés, mais sur un rythme moins élevé. Sur Twitter, on va plutôt en fait être en conversation, en interaction avec des professionnels, professionnels d'autres musées, universités, chercheurs, journalistes. Et donc, on voit que c'est intéressant que les contenus, évidemment, qu'on partage sur chacun des réseaux sociaux ne sont pas du tout relayés de la même façon par les mêmes personnes et ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, ça, voilà, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais On y forcément. reviendra plus tard, Voilà. justement, ne vous inquiétez pas. Et sur Instagram, donc là, c'est vraiment l'inverse. On est sur le réseau social qui croît très très vite, mais à l'image je crois, d'une tendance globale de ce réseau-là. On est à plus de 4500 abonnés. Je crois qu'on va bientôt atteindre les 5000. Et là, pour le coup, avec une croissance très rapide ces 2-3 dernières années, aussi parce que c'est un réseau social qu'on investit beaucoup plus, on y passe beaucoup plus de temps. C'est un réseau social qui demande du temps. Encore plus que Facebook ou Twitter, parce qu'au-delà de publier une photo et des contenus, on s'est mis aussi sur le développement de stories qui ont aussi permis, je crois, très largement d'augmenter le nombre d'abonnés. Merci Marion. Pour le coup, sans plus attendre et continuer l'enchaînement des interventions, nous allons laisser la parole aux équipes du MUSE, le Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes, notamment par l'intervention de Stéphane Arnoux et de Noémie Moringuen, tous les deux notamment en charge de médiation culturelle, mais aussi, et c'est pour ça qu'ils interviennent, sur la communication digitale. Pour le coup, l'idée, c'est une fois de plus de continuer à présenter votre travail sur les réseaux sociaux, mais également, et là avec le MUSE, peut-être creuser aussi ce qu'est la question de la notoriété. Finalement, quels sont aussi les types d'objectifs que l'on donne à notre action sur les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse la parole, chers collègues du MUSE.
Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis plus en charge des réseaux et de la communication digitale puisque maintenant, donc, Stéphane a rejoint l'équipe en janvier et c'est vraiment lui qui a repris la main. Mais je voulais intervenir au début pour contextualiser. Donc déjà, donc, le musée de Suresnes, c'est le musée de France qui est situé en proche banlieue parisienne et qui accueille 10 000, un peu plus de 10 000 visiteurs par an habituellement. Donc on est un petit moyen musée dans l'échelle du réseau de la FEMS. On a donc 3 réseaux sociaux actuellement. Facebook, qui est lancé depuis 2014, donc l'ouverture de ce nouveau musée de Suresnes, qui a donc 1335 abonnés. On est à une échelle bien inférieure à l'intervention précédente. Instagram, qui vient donc d'être créé aussi pendant le confinement avec 279 abonnés. Et YouTube, donc avec seulement donc 18 abonnés. On a une toute petite échelle. On ne va pas parler de YouTube puisque vraiment nous on l'utilise, comme vous le disiez Manuel, plus en plateforme de déchargement de nos vidéos, même si on s'est rendu compte que nos conférences en live sur YouTube ont un véritable succès puisque justement l'algorithme permet d'être mieux recensé. Donc et moi, je vais surtout donc me focaliser sur Facebook pour l'instant. Instagram, c'est une collègue à moi aussi qui s'en charge. Donc, quand le réseau Facebook s'est ouvert, bien sûr, on avait les mêmes objectifs en 2014 que ceux qui ont été cités précédemment. Hein. Donc, c'était donc créer un réseau professionnel également, relayer donc les informations du MUS et des autres institutions, créer une communauté de visiteurs et valoriser les coulisses du MUS. Au départ, dès 2014, en fait, il n'y avait pas une personne vraiment en charge des réseaux sociaux. Ils étaient plusieurs vraiment à alimenter de façon un peu sporadique la page Facebook. Donc, c'était aussi une dynamique qui était différente parce que aussi, on a une échelle plus petite. Quand je suis arrivée, ça a pris un petit peu de temps et puis après, j'ai commencé vraiment à réinvestir Facebook à hauteur d'une publication tous les 2 jours en 2018 et c'était vraiment des publications à la base plus de type informative. Donc là, on a des exemples de publications, notamment avec, en petit clin d'œil, la journée de la FEMS au musée de Suresnes. Et c'est vrai qu'on se rendait compte aussi qu'on avait cette volonté de faire davantage de médiation sur Facebook à ce moment-là, mais aussi un manque de temps, c'est-à-dire que rédiger un contenu informatif, même s'il y a un petit peu plus d'informations, comme sur l'exemple 2 où on va quand même resituer la visite dans son contexte, c'est pas la même chose que d'écrire un contenu de médiation qui nécessite aussi une réflexion différente. Bien sûr, avec le confinement, les données ont changé puisque on a eu du temps aussi qui s'y est libéré face à ce confinement et aussi un réinvestissement des réseaux sociaux par toute l'équipe. Donc là, on était vraiment 4 personnes à animer les réseaux, ce qui a aussi permettait des manières de parler et d'interagir avec nos abonnés différents. Et dès le premier jour, on a vraiment investi et publié une fois par jour un post de médiation. Donc, vous avez ici en exemple l'œuvre du jour qui a été portée par notre collègue Emeline Trion, chargée des collections. Et puis, on avait aussi des petits tutos, des Vie ma vie pour valoriser aussi notre travail en confinement. On a été vraiment proactifs puisque pour notre petite équipe que nous sommes, on a fait 27 vidéos en l'espace de 6 mois. Donc, on a vraiment été très, très actives. Ce qui a fait que, bien sûr, quand on est revenu en septembre, on ne pouvait pas avoir cette même charge de travail puisque les groupes ont repris, notre vie a repris au musée. Et on nous a aussi demandé de justifier, en tous les cas, de faire un retour sur l'impact que cette activité a eu sur les réseaux et savoir un petit peu quantifier justement la question de la médiation sur ces réseaux en essayant aussi, toujours comme on est un petit musée, donc on a 10 000 visiteurs, là montrer aussi quel public on a pu toucher avec cette médiation. Et donc ça, c'était un vrai questionnement où aussi on
on a mis du temps à savoir comment quantifier au niveau des statistiques. Et puis, on s'est aussi posé cette question-là qui est plus, non pas est-ce que la médiation a une place sur les réseaux sociaux, mais quelle place peut-on laisser quand on est une petite équipe comme la nôtre à la médiation sur les réseaux sociaux, peut-être parfois au détriment aussi de la médiation en présentiel en fonction de notre force de frappe. Donc, c'était vraiment la question qui a été au centre de notre réflexion à la rentrée en septembre. Déjà, une première réponse que nous nous sommes dites, c'est que bien sûr, ces contenus de médiation, ils peuvent être aussi réutilisés à d'autres fins. Notamment, on a pu alimenter de façon beaucoup plus importante le Padlet de la direction des affaires culturelles de l'Académie de Versailles, de la DAC, pardon, de l'Académie de Versailles, en réutilisant donc, du coup, tous les contenus vidéo notamment. Ça, c'est une première chose. Mais on peut aussi se demander, en fait, on a essayé de réfléchir sur la question de comment distinguer les différents types de médiation qu'on a eu, et notamment, est-ce qu'on peut quantifier de la même manière une vidéo qui est de 15 minutes à une vidéo de 1 minute, ou encore juste un post de médiation? Parce qu'on nous demande quand même d'avoir des chiffres aussi à apporter à la fin de l'année en bilan de nos actions. Donc là, c'est aussi un travail qu'on avait fait avec Marie-Pierre de Guillaume, la directrice et conservatrice du musée, pour valoriser l'exposition que nous avons actuellement, et surtout en partenariat avec le service communication de la ville de Suresnes, qui a, elle, investi aussi financièrement pour proposer après un contenu vidéo de meilleure qualité, il faut le dire, même si on est très efficace, voilà, on n'est pas des professionnels, et qui sont déchargés pour le coup sur les réseaux de la ville de Suresnes et non sur la page YouTube du musée. Donc aussi, comment quantifier aussi par rapport aux pages Instagram, aux pages Facebook, aux pages YouTube, et puis avec notre tutelle. Donc, je lance ces questions-là qu'on pourra justement débattre après, sur lesquelles on pourra débattre après. Et enfin, donc du coup, on avait quand même essayé de comparer, grâce aussi à des conseils faits par d'autres structures. Donc, essayer de comparer entre les statistiques de Facebook de 2018 et ceux de 2020 pour voir à quel point notre proactivité pendant le confinement a été efficace. On voit qu'en janvier 2018, donc l'année 2018, il y a eu une augmentation de 58% de j'aime sur notre page, sachant que 2018, c'est vraiment la période où moi, j'ai vraiment repris, et j'ai utilisé aussi Facebook pour notamment publier des événements, pour les conférences, utiliser d'une autre manière, ou plus aussi informative, en partageant aussi des contenus des autres pages. On voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 10% de nos abonnés qui habitent à Suresnes. Donc, sachant qu'on est un musée municipal, on voit vraiment que le réseau permet un rayonnement également à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle nationale, voire internationale. Et quand on compare en Facebook en 2020, on n'a qu'une augmentation de 16,5% de nos j'aime, donc c'est pas une augmentation si importante que ça. La moyenne des personnes qui lisent nos publications, c'est 229 personnes. Alors c'est à peu près sensiblement la même chose qu'en 2018. Pareil pour le nombre de personnes intéressées à nos événements. Et donc là, on se rend compte qu'on arrive peut-être à une sorte de blocage, où il faut justement réfléchir à une. Je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, j'étais plus en partage d'écran déjà, en fait. C'est pas grave. Si, vous étiez toujours en partage d'écran. Donc, juste, ça me donne l'occasion de vous rappeler 5 minutes. Voilà, et ben je m'arrête là, parce que de toute façon, justement, c'était le fait que Stéphane va continuer, pardon. Et dire que justement, on s'est dit que c'était important qu'il y ait une personne qui soit du coup
en contact direct avec les réseaux sociaux, parce que jusqu'à présent, on était à 3 têtes, une sur le site internet, l'autre sur Instagram, moi sur Facebook, et que ça perdait un petit peu de son sens. Et donc voilà, on a voulu qu'il y ait une personne responsable des réseaux, et donc je laisse la place à Stéphane, désolée. Pas de souci, merci Noémie. Bonjour à tous, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, très bien. C'est bon, parfait, très bien. Donc voilà, donc je suis Stéphane Arnoux, moi je suis en charge effectivement de la médiation culturelle et de la communication digitale donc au MUS. Moi j'ai rejoint l'équipe en janvier 2021, donc on était à ce moment-là donc dans un contexte comme c'est le cas actuellement de fermeture. C'est bien sûr un contexte donc qui va susciter beaucoup d'interrogations sur l'usage du digital. Et donc, en plus de mes missions de médiation culturelle, il va y avoir une casquette qui est donc dédiée aux opérations numériques, que ce soit l'envoi de la lettre d'information, la participation à la refonte du futur site internet ainsi que sa co-administration, et enfin l'animation des réseaux sociaux, bien sûr. Et pour ce dernier point, il m'a été demandé donc d'envisager une réflexion autour d'une stratégie de publication. Donc, ce rendez-vous était pour moi le bienvenu pour pouvoir justement donner corps à ces interrogations. Donc à ce stade, il nous semble intéressant donc d'avoir une maîtrise de ces outils qui offrent un nouveau territoire digital pour séduire de nouveaux publics, des publics que nous n'avons pas nécessairement. Vous évoquiez, excusez-moi tout à l'heure, Manuel Moreau, TikTok ou des réseaux comme ceux-là qui peuvent être l'occasion justement de s'adresser à des gens qui ne nous connaissent pas. Mais malgré tout, il va y avoir aussi une grande question autour de l'équilibre coût-bénéfice, puisque on n'arrive pas nécessairement à savoir si l'usage de ces réseaux sociaux vont pouvoir générer un taux de transformation vers la billetterie. Et aussi, s'il y a un coût, s'il y a un travail, s'il y a de la main-d'œuvre, on se doit aussi de trouver une solution pour optimiser sa gestion. Donc, comme Noémie l'a précisé tout à l'heure, nous sommes actifs sur 3 médias sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram et YouTube. Il y a quand même une volonté de créer une synergie justement autour de nos grandes actions justement de ce que vous avez nommé tout à l'heure, médiation numérique par l'usage de ces 3 plateformes. Facebook, comme pour le musée d'Aquitaine, est sans doute le plus pertinent à l'heure actuelle pour nous, puisque on constate donc une croissance en termes d'abonnés. Même à une échelle plus large, en France, on voit qu'il y a une augmentation entre l'année dernière et l'année d'aujourd'hui de 2,6%, qui est sans doute liée à la situation donc, de confinement. Et l'avantage de Facebook pour nous, c'est qu'aussi il représente un équilibre en termes d'usagers, en termes de tranche d'âge, puisque d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram vont surtout avoir des usagers qui vont avoir 23, 25, 26 ans. Enfin, on est autour de cette décennie-là. Donc pour nous, Instagram, ça a été surtout l'occasion, comme l'a précisé Noémie tout à l'heure, de séduire un nouveau public. Les grands points stratégiques qu'on avait évoqués, c'était d'actualiser, de moderniser l'image du musée, puisque c'est une plateforme qui questionne avant tout l'image et l'interaction avec l'image. Être un nouveau canal d'entrée, partager les expériences du savoir et le savoir et le lieu du lieu culturel, excusez-moi, et surtout créer un storytelling autour de nos activités. Donc globalement, nous, notre marge de travail, elle s'exécute sur différents points. Nos priorités en termes de publication, ça va être d'abord le bon fonctionnement du MUS, c'est-à-dire alerter et rappeler les principaux événements liés à notre programmation, que ce soit les nouvelles expositions, les conférences, les visites guidées par exemple. En second temps, il va y avoir des projets de médiation numérique, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Par la suite, il va y avoir tout un travail de collaboration avec nos partenaires, voir si on peut effectivement créer du lien avec leur propre publication. Et enfin, il va y avoir évidemment un travail de veille informationnelle qui là se fait quotidiennement. Donc, comment faire pour justement aboutir à des réflexions comme celle-ci? Moi, je me suis appuyé avant tout sur une publication du ministère de la Communication et de la Culture qui date quand même de 2014, donc qui est assez ancienne. Une époque où justement les médias sociaux commençaient à investir un territoire comme celui justement des institutions culturelles. Donc je vous inviterai peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, à le consulter, puisqu'il donne aussi des précautions d'usage. Il évoque aussi des problématiques liées à ce qu'évoquait précédemment Noémie, c'est-à-dire liées à l'algorithme. C'est vrai qu'on est un peu dépendant de ce fonctionnement-là, puisque il faut savoir séduire les premiers qui verront justement ces publications. Il faut aussi s'adapter au nouveau format, comme vous le disiez tout à l'heure, Marion Blanchet, la question de l'audiovisuel, du direct,
c'est ce qui va générer le plus de vues pour nos publications et surtout publier aux bons horaires, c'est-à-dire avoir une bonne étude de nos publics. Donc, il est important de planifier. Hein. Pour ça, nous aidons de Creator Studio et on organise aussi de façon mensuelle un planning des publications qui nous permet justement de voir quelle typologie de publication nous souhaitons mettre en avant. Il faut savoir varier entre le promotionnel, le culturel et justement s'adapter aux différentes priorités et aux inattendus aussi auxquels peut se confronter le musée. Par ailleurs, donc, j'ai aussi eu l'occasion de m'entretenir avec d'autres personnes qui sont en charge ou ayant la responsabilité de la communication digitale d'autres établissements principalement culturels, à savoir Caroline Lequelec du réseau Actif, Emmanuel Gillot du musée de l'Estampe des Gravelines, Marie Marquand qui s'occupe de la partie digitale à la ville de Suresnes, Stéphanie Dardenne donc du musée de la Grande Guerre de Meaux, et enfin Caroline Uccelli qui, elle, est secrétaire générale du théâtre Jean Villard. Et ces prises de contact m'ont permis définitivement de confirmer l'importance de ces plateformes hein, qui, pour nous, au sein du MUS, hein, puisqu'on appartient au service des publics, c'est aussi l'occasion de nous adapter et de répondre aussi à la demande des publics qui vont avoir de nouvelles habitudes. Oui. Alors, je m'excuse de vous Oui. couper. Est-ce que on continuera la discussion par la suite? Est-ce que je peux vous laisser juste voilà, 30 secondes, 1 minute peut-être? En tout cas, pour conclure cette partie, c'est juste que j'insiste pour qu'on garde l'échange après. Vous Bien inquiétez sûr. pas, vous aurez bien l'occasion de… Voilà, Pas de je vous en problème. prie. Donc, pour vraiment terminer, la réflexion qu'on va avoir actuellement au sein du MUS d'un point de vue stratégique, ça va être surtout, comme ce qui a été évoqué peut-être pour le musée d'Aquitaine, une vision plus graphique, plus visuelle. Imaginer une façon d'identifier visuellement et efficacement les publications du MUS, sans avoir besoin de se référer au titre ou à la page. On imagine aussi peut-être développer nos ressources audiovisuelles hein, pour pouvoir avoir une certaine souplesse en termes de publication. Et aussi, la stratégie principale sur laquelle nous nous positionnons actuellement, c'est l'humanisation de nos outils. On met énormément en avant les différents acteurs du musée pour justement offrir des témoignages peut-être plus subjectifs sur les collections et sur le contenu culturel du musée pour rendre compte en quelque sorte de l'universalité de nos problématiques. Même si on est un musée qui a un ancrage local, à Suresnes, l'idée c'est quand même d'ouvrir justement ces problématiques vers un territoire plus large. Donc j'évoquerai moi les questions que je peux avoir par la suite pour pas empiéter sur le temps de parole d'autrui. Je suis désolé, j'essaie de faire au plus vite. Non, vous inquiétez pas. Mais on est tous pareils. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, bien sûr. Donc non, je comprends tout à fait, mais c'est effectivement pour qu'on se garantisse de garder tous ensemble un petit moment pour discuter, et vous en aurez tout à fait l'occasion. Pour le coup, merci encore. Je propose maintenant d'écouter Estelle Comte, directrice de l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Qui va, de la même manière que les précédents collègues, répondre aux différentes questions qu'on se pose sur l'organisation, quel objectif on met derrière les réseaux sociaux et comment on y fait médiation. Sachant que là, il y a peut-être aussi quelque chose du garder le lien. Qui rentre en ligne de compte du côté de l'écomusée de la Bresse, dans le sens garder le lien, bien sûr, en période de confinement, mais pas que. C'est finalement comment une expérience dans les réseaux sociaux se place dans le cadre d'une expérience complète du musée. Donc finalement, le lien entre le in situ, le en ligne pour le visiteur, mais aussi finalement aussi pour le personnel du musée. Je vous laisse à présent la parole, Estelle, et vous remercie de votre présence aujourd'hui. Alors, votre micro, on n'a pas votre micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Ok. Eh bien, bonjour à tous, et je remercie la FEMS de m'avoir invité pour intervenir dans cette visioconférence. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Estelle Comte, je suis la directrice de l'écomusée de la Bresse bourguignonne.
L'écomusée de la Bresse bourguignonne, en quelques mots, c'est donc un écomusée de statut associatif. Et vous allez voir que le statut juridique n'est pas anodin en fait dans la manière dont on utilise nos réseaux sociaux. L'écomusée de la Bresse bourguignonne se situe sur un territoire, grosso modo, pour vous le situer, en Bourgogne, entre le Jura et le Mâconnais, le Chalonnais, donc en gros la vallée de la Saône. On a un réseau de 11 sites gérés, on va dire, depuis ce qu'on appelle la maison mère au château de Pierre-de-Bresse. On traite, comme n'importe quel musée de société, de notre territoire à travers une vision historique, sociologique, environnementale, etc. Et grosso modo, chacune de nos antennes approfondissent une thématique qui est présentée de manière synthétique au château de Pierre-de-Bresse. Donc, on a une antenne sur l'agriculture, une antenne sur, par exemple, la fabrication du vin sur notre territoire, etc. Pour parler un petit peu des réseaux sociaux, puis pour essayer de faire trop de répétitions par rapport aux deux collègues qui sont intervenus juste avant moi, je voulais vous dire que nous, donc, nos réseaux sociaux sont assez classiques, hein, c'est-à-dire qu'on a une page Facebook, une page Instagram et une page YouTube. Aussi un petit mot quand même d'autres plateformes qu'on ne considère pas toujours comme des réseaux sociaux, mais qui nous aident nous aussi dans le cadre de notre communication. On investit aussi TripAdvisor et Google Business qui nous permet d'avoir des avis en fait lorsque les gens ont visité nos sites. Sur Facebook, on est depuis 2015, mais on va dire que on a véritablement mis en place une véritable politique de communication sur ces réseaux sociaux depuis 2 ans. Et en fait, tout simplement, c'est depuis que je suis arrivée à la tête de l'écomusée, il se trouve que j'ai déjà à titre personnel une appétence particulière pour ces réseaux sociaux que j'utilise à titre personnel, et je pense aussi que c'est quelque chose d'important quand on cherche à les animer. Je crois qu'il est aussi important que la personne en charge des réseaux sociaux soit aussi quelqu'un qui les utilise à titre personnel et qui pressente un petit peu le ton et la manière de les utiliser. Donc donc grosso modo, ça fait depuis 2 ans qu'on s'astreint à une publication par jour sur Facebook. Et nous avons lancé Instagram en fait pendant le confinement. On avait un petit peu plus de temps et surtout l'arrivée d'un apprenti nous a permis vraiment de développer en fait l'outil qu'on n'avait peut-être pas forcément pleinement investi, tout simplement par manque de temps. En termes d'organisation, on est une toute petite équipe au sein de l'écomusée. La communication, de manière générale, est répartie sur quelques personnes. On a une personne qui est plutôt chargée de la création graphique et de l'alimentation du site web, une autre personne qui est plutôt chargée de tout ce qui est rédactionnel et relations presse, et puis du coup moi, en fait, qui gère la page Facebook, et un apprenti qui gère la page Instagram. Alors, souvent, ça surprend quand je dis que c'est le directeur de l'écomusée qui gère la page Facebook. Mais en fait, alors déjà, il y a cette appétence, on va dire, assez personnelle pour le réseau social. Mais aussi, je considère que je suis en fait la mieux placée pour alimenter les réseaux sociaux parce que grosso modo, je suis au courant de tout ce qui se passe dans la structure. Et donc, je n'ai jamais aucun souci pour trouver des sujets à mettre sur nos réseaux sociaux, puisque chaque réunion de service, chaque réunion avec les collègues qui me font des rapports sur leurs projets est pour moi l'opportunité en fait d'en parler sur les réseaux. Quand on a mis en place quand même cette politique de réseau social, on avait quand même différents objectifs qui sont assez similaires à ceux qu'ont présentés les collègues précédemment. Bien évidemment, pour nous, c'est un outil complémentaire à un plan de communication général. Et on va dire que les réseaux sociaux, pour nous, ont 2 objectifs principaux. Le premier, c'est, comme l'ont dit les collègues, vraiment faire de la communication autour de nos événementiels. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont par essence simples pour la promotion de l'événementiel, pour mettre en avant régulièrement des choses qui se passent au château. Et le deuxième objectif, et là je pense que c'est la différence avec mes 2 collègues précédents, c'est que nous, on l'utilise vraiment comme un outil en aval de la visite et pour garder le lien soit avec nos visiteurs, soit avec nos bénévoles, soit nos adhérents. C'est-à-dire qu'une grande partie de notre contenu en fait sur les pages Facebook sont les coulisses des musées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y fait. Et en fait, pour moi, je le conçois vraiment comme un outil un peu de désacralisation de la structure, essayer de la rendre plus conviviale, plus populaire, plus drôle aussi. J'adore utiliser l'humour sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça permet, encore une fois, de désacraliser un peu la structure, mais surtout de montrer ce qu'on y fait.
voilà, je pense qu'on est tous pareils quand on exerce dans ces métiers. On nous demande mais qu'est-ce que vous faites de la journée, qu'est-ce qui se passe derrière les murs des musées, etc. Donc vraiment, ça nous donne, on va dire, ça montre une forme de réussite parce que ça montre tout ce qu'on y fait. Et puis ça permet de garder le lien et de dire qu'il se passe plein de petites choses. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai en fait une assez grande facilité à remplir à trouver des contenus en fait à publier. C'est parce que chez nous, tout est prétexte à l'événement. C'est-à-dire que le jardinier qui galère à désherber les cours du château s'est mis en ligne. Le déménagement des collections. Voilà, alors c'est vrai que j'en fais tellement que j'ai plus d'exemples à vous donner, mais vraiment n'importe quelle petite anecdote, n'importe quel rendez-vous, n'importe quelle rencontre est prétexte en fait à une communication. Et ce qui est souvent très intéressant, c'est que je me rends compte en fait que c'est ça qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, c'est le côté un peu, je suis un peu excessif, mais côté un peu potin de la structure, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on fait derrière ces murs, plus que les publications qu'on souhaite quand même faire, mais qui sont un petit peu plus en médiation classique, c'est-à-dire parler d'un objet, parler d'une exposition, parler d'un sujet un petit peu plus travaillé. Que ça soit sur Facebook, ou sur Instagram, avec les collègues qui gèrent donc ces réseaux sociaux, on s'était quand même fixé une petite ligne éditoriale pour quand même essayer de pas non plus partir dans tous les sens. Mais grosso modo, on a 3 thématiques concrètes dans les réseaux sociaux. Donc, les coulisses du musée, qu'est-ce qui s'y passe, les événementiels, bien sûr, et puis de temps en temps un peu de découverte des collections, actualité du territoire, actualité des musées, mais paradoxalement, c'est ce qui ne marche pas toujours le mieux. On s'astreint aussi à un rythme, donc une publication par jour pour Facebook et 2 publications par semaine pour Instagram. Et j'ai aussi le sentiment, au regard de ce rythme, que plus on publie, plus ça fonctionne. Et grosso modo, les réseaux sociaux, j'avais tendance à dire, soit on s'y investit pleinement et on est sûr que grosso modo, on a du retour. Faire, je pense, moins d'une publication par semaine, je ne suis pas sûre que le temps investi sur le réseau social est vraiment un retour bénéfique. Et ça me permet peut-être de conclure avec finalement ce que nous, on attend de nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la perspective, en fait, d'aller chercher de nouveaux visiteurs avec nos réseaux sociaux. Déjà parce que je pense autant spontanément, je pense qu'on peut s'inscrire à la page du château de Versailles ou du musée du Louvre. Spontanément, si vous ne connaissez pas les communautés, vous ne vous abonnez pas à nos réseaux sociaux. On constate vraiment que les réseaux sociaux, c'est plutôt les gens y viennent une fois qu'ils ont connu la structure, soit parce qu'ils l'ont visité, soit parce qu'ils en ont entendu parler d'autre part. Mais donc, c'est vraiment des gens qui nous connaissent déjà et l'objectif, c'est plutôt de les faire revenir, donc soit par un événementiel, soit en leur donnant une petite appétence avec toutes ces petites anecdotes qu'on peut mettre en ligne. Voilà de ce que je peux dire. Je me suis dit que je n'allais pas non plus répéter tout ce qu'avaient dit les collègues précédemment, mais grosso modo, je m'inscris aussi dans ce qui a été dit par le musée d'Aquitaine ou par le musée à Suresnes. Voilà. Merci Estelle. N'hésitez pas à reposer des questions. Estelle, on a eu quelques petits ratés de connexion. Je pense qu'on a quand même saisi tout ce que vous avez dit, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas coupé la parole pour reprendre, mais n'hésitez pas en tout cas dans le fil de discussion s'il y a quelques éléments que vous n'avez pas bien saisis dans la stratégie, dans les interventions de l'écomusée, n'hésitez pas. Pour le coup, il est 10h, il nous reste une demi-heure devant nous pour échanger avec tous les collègues qui sont en ligne. Alors, ça commence déjà. Puisqu'il y a déjà une première question dans le chat. Alors, n'hésitez pas, pour la petite règle, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. On va les relayer, bien évidemment. Si vous souhaitez prendre la parole, parce que votre question demande peut-être un peu plus de contextualisation, n'hésitez pas à faire signe et dans le chat et à lever la main. On sera vigilant aussi avec Marjolaine à vous transmettre la parole. Alors peut-être la première question à l'ensemble des 3 institutions, c'est Céline Chanas qui la posait. C'est est-ce que vos bénévoles ou amis de musée sont contributeurs ou usagers de vos réseaux sociaux et éventuellement ont-ils leurs propres réseaux sociaux, donc ces amis de musée, ces bénévoles.
Donc peut-être, on peut peut-être continuer un tout petit peu avec Estelle puisque Oui. elle l'a évoqué et puis on transmettra la parole aussi aux autres. Alors, c'est vrai que j'espère que ma connexion sera bonne. N'hésitez pas à me le dire hein, si jamais ça coupe. C'est vrai que c'est, on va dire, dans la construction d'une politique de réseau social qui se construit vraiment en aval de la visite et plutôt en lien avec des bénévoles, des adhérents ou des gens qui nous connaissent déjà. On avait un souhait très important aussi de rendre ce réseau social participatif. Plus globalement parce que voilà, on est en train d'écrire le projet scientifique et culturel de la structure et que l'élément participatif pour nous est indispensable, ne serait-ce que parce qu'on est un écomusée. Et c'est vrai quand on demande, notamment dans la création de nos petites vidéos qui sont diffusées sur nos réseaux sociaux, de faire participer les bénévoles, les adhérents. Par exemple, on a une série vidéo qui s'appelle Les petites histoires de l'écomusée. Au départ, on a commencé en les faisant nous-mêmes et assez rapidement, on a sollicité des bénévoles qui ont envie de parler d'un objet, plutôt d'un événement, d'une petite histoire de leur territoire qui leur tient à cœur. Et c'est vrai que du coup, le réseau social est à ce moment-là aussi compris comme un outil participatif à part entière. Et ce qui me semble très intéressant, où c'est pas forcément toujours le musée qui donne un savoir descendant sur les visiteurs. Et du coup aussi, à ce moment-là, il y a une sorte de nivellement. Et on va dire tout le monde est placé à la même ancienne et le bénévole aussi et l'adhérent qui le souhaite peut faire une proposition de vidéo. Et là, très très longtemps quand ça reste dans ce temps-là. Donc, je pense aussi que Merci le réseau Estelle. social. En fait, excusez-nous, ça a pas mal, ça a pas mal coupé. Je vais laisser la parole aux autres, mais on a bien compris que pour vous, laisser la parole aux bénévoles, c'est aussi donner l'état d'esprit général de votre écomusée. Le fait d'être effectivement dans une forme d'horizontalité, ces bénévoles font partie de l'écomusée. À ce titre-là, leur incarnation sur les réseaux sociaux est tout aussi importante que vous, votre intervention sur les réseaux. Mais excusez-nous, ça a coupé un petit peu plus à la fin. Donc voilà. Peut-être les autres collègues peuvent-ils répondre à cette même question? Peut-être la place peut-être des associations, des amis, Musée d'Aquitaine ou sur Rennes, je ne sais pas, Musée d'Aquitaine peut-être? Oui, alors effectivement, les Amis du Musée d'Aquitaine ont eux-mêmes une page Facebook sur laquelle ils relayent leurs propres événements qu'ils organisent et ils relayent aussi, bien entendu, les actualités de la page Facebook du Musée d'Aquitaine. Après, un point aussi qui me semble important, c'est ne pas négliger le poids aussi des agents du musée. C'est vrai qu'on a la chance d'être une équipe assez conséquente. On est 68 personnes et en fait, j'allais dire parmi nos super fans sur Facebook, on a aussi beaucoup de collègues qui eux-mêmes relayent et partagent très régulièrement et donc ça participe aussi de la visibilité de nos publications. Et du côté du MUSE? Du côté du MUSE, bonjour, c'est Marie-Pierre de Guillaume, la directrice. En fait, nous avons en fait pas de société d'amis du musée, nous avons plutôt une société d'histoire de Suresnes qui eux aussi maintenant aussi développent un certain nombre d'éléments sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est en dehors de nous. Et puis, bénévoles, nous n'avons pas un réseau de bénévoles. Donc voilà, nous avons une seule bénévole et voilà. C'est le début d'un réseau. Ce n'est pas flagrant. Alors, je vois que merci pour cette réponse. Je vois qu'on a des mains levées dans le panel. Étienne Chuc a levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Ravi de faire tous votre connaissance. Je m'appelle Étienne Chuc, je suis directeur des publics du musée de la Poste, donc à Paris. Et ma question est un peu une extension en fait de sujets qu'on a pu croiser ce matin. J'ai bien compris toute l'importance, et d'ailleurs je voudrais remercier tous les intervenants pour leur brillante présentation. Ma question porte du coup sur des réseaux sociaux qui sont peut-être un peu moins classiques et qui vont amener des nouvelles pratiques.
Notamment tout ce qui va toucher au streaming. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience sur le live ou sur le streaming, notamment par la plateforme Twitch ou la plateforme Discord, sont des choses qui nous interrogent et qui m'intéressent personnellement. Et puis, par encore une autre extension, il y a des initiatives des grands musées comme par exemple le Getty ou le Met qui ont carrément fait des extensions de leur collection sur des jeux vidéo comme Animal Crossing. Et ce sont des choses aussi qui vont, voilà, qui procèdent un peu de la même logique de numérisation et de réseaux sociaux, mais qui ne sont pas exactement dans le sujet. Alors je me permets quand même de vous demander si certains d'entre vous ont déjà pensé ou essayé même voir ce genre de choses. Alors, je répondrai pour le musée de Bretagne tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à nos collègues si, voilà, si effectivement, s'ils ne l'ont pas fait encore, peut-être ont-ils l'intention d'aller s'aventurer, mener un peu cette quête de nouveaux réseaux, effectivement, Twitch, Discord, ou peut-être effectivement le lien aux jeux vidéo, puisqu'on ne l'a pas abordé, mais un jeu vidéo, alors les musées sont pas très présents sur Fortnite, mais voilà, ce type de jeux vidéo font réseaux sociaux et les gens s'y retrouvent. Donc effectivement, voilà, est-ce que c'est une réflexion que vous avez commencé à ébaucher? Peut-être par des partenaires d'ailleurs? Alors je ne sais pas, peut-être que Peut-être oui, ouvrir des pistes de réflexion vis-à-vis du MUS. oui, Donc allez-y. merci beaucoup Étienne Chuc pour cette intervention. C'est vrai que nous, à l'échelle de notre musée, on va être une équipe qui est assez réduite. Nous, on est 8. Et c'est vrai qu'on nous rappelle régulièrement l'importance d'être à la fois ambitieux, c'est-à-dire savoir être proactif justement sur certaines demandes que suscitent des nouveaux réseaux, des nouveaux langages, hein, puisque chaque réseau va avoir son propre langage. Mais c'est vrai qu'il va être pour nous difficile de prime abord de nous installer ou nous inscrire sur ces questions-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde voilà, d'un œil assez attentif. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement de positionnement par rapport à ça, quoi. Ou à moins qu'on ait effectivement de la ressource humaine supplémentaire, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais en tout cas, c'est une réflexion très intéressante. Je ne sais pas, musée d'Aquitaine peut-être? Oui, on ne s'est pas encore lancé non plus. C'est vrai que sur la diffusion de live, par exemple, on reste très classique sur Facebook ou YouTube. Et c'est vrai que si, d'ailleurs, les aspects techniques peuvent être pris en charge par les partenaires avec qui on organise les événements, j'avoue que ça nous arrange toujours bien parce qu'on ne se sent pas forcément très équipé techniquement et en termes de compétences. Donc voilà, on reste très timide pour l'instant. Après, sur le jeu vidéo, alors c'est pas un réseau social, mais là, on a développé, c'était une première sur Geniali, un jeu dans le cadre de notre expo temporaire qui n'a toujours pas ouvert. Et qui va, on l'espère, bientôt ouvrir là sur Hugo Pratt. Et donc on a créé un jeu en ligne via la plateforme Geniali. Mais voilà, comme les collègues du MUSE ont réfléchi, mais pour l'instant, je crois que c'est pas vraiment à l'ordre du jour pour des raisons déjà de temps et de moyens humains. Ça marche. Et je ne sais pas si l'écomusée de la Bresse a réfléchi à ce type de dispositif. Moi, je m'inscris un peu dans les mêmes problématiques que les collègues. Hein. Ça va être des problématiques de moyens humains. Hein. Pour information, on est une équipe de 12 personnes. On fait un tiers déjà d'agents d'accueil. C'est aussi une idée de la petitesse de notre équipe. Bien entendu, on adorerait pour faire ce genre de choses, parce que là, je pense que c'est vraiment un enjeu pour les générations plus jeunes. On a dit que c'est vraiment un programme, ça reste des centenaires, quarantenaires, dans le milieu. Mais malheureusement, on est bloqué par les moyens, c'est certain. Merci Estelle. N'hésitez pas Estelle, je suis désolé de vous demander ça, mais
Donc, comme ça saute un peu de temps en temps, pour certaines réponses, n'hésitez pas à compléter un tout petit peu dans le chat pour alimenter. Juste pour répondre, puis on va continuer la discussion, je fais attention à l'heure. Il y a un peu la bonne part de la réponse, c'est effectivement le lien au partenaire, le lien au réseau. Puisque finalement, on l'a tous dit, utiliser les réseaux sociaux, c'est aussi pouvoir avoir une appétence, les avoir déjà utilisés. Suren a évoqué le projet Minecraft au musée de Bretagne à Rennes. On a un collectif, en fait, une association qui anime une dynamique de jeux vidéo et a créé notamment une maquette de la ville de Rennes sur Minecraft, Renecraft. Et pour le coup, là, on s'est associés, on les a accueillis, en fait, tout simplement. Et on a donné l'opportunité, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des collections du musée sur notre portail des collections pour les intégrer à la maquette de Minecraft. Donc ça, il y avait un jeu de collection qui se retrouve présent sur la maquette de la ville sur Minecraft. Et puis, autre aspect qui n'est pas négligeable, et c'est le lien entre l'IRL, comme on a l'habitude de dire, donc dans la vie réelle, et le en ligne, c'est qu'on accueillait la communauté de Minecraft rennaise une fois par mois. Et donc, à la fois, c'est un réseau social, ils sont présents en ligne, et ils étaient enchantés de venir au musée pour rencontrer les gens en réel et se retrouver, juste boire un café et continuer à jouer ensemble. Donc ça, c'est un autre aspect aussi que je joue sur le réseau social. C'est comment finalement, à un moment, on arrive à jouer entre la présence physique, le lien avec le physique et le en ligne. Et puis, pour ce qui est du jeu, vous parlez du Getty, mais si vous avez besoin d'un exemple moins international, sur Animal Crossing, le premier musée français, ça a été le musée d'Angers, le musée des Beaux-Arts d'Angers. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ils étaient présents assez tôt là-dessus. Nous, je crois qu'on a réussi à mettre une œuvre, mais parce qu'on a laissé notre apprentie Héloïse Joly à l'époque tenter le coup également. Et puis, pour ce qui est de la question du streaming, c'est vrai qu'il y a une forte appétence pour Twitch en ce moment parce que effectivement, au-delà du jeu vidéo, il y a pas mal d'institutions, d'autres domaines que le jeu vidéo, comme Discord d'ailleurs, qui ont commencé à l'investir. Mais il y a aussi une capacité d'animation sur Twitch. C'est vrai qu'on rentre dans un dialogue qui est quand même autre chose que ce dont on a l'habitude de faire. Et finalement, pour ce qui est de notre côté, c'est encore par les partenaires en fait qu'on expérimente et on a fait un peu des deux puisque par exemple au musée de Bretagne, on a fait un live où on a invité des intervenants à jouer à Last of Us, un jeu vidéo, puisqu'on était sur une thématique de programmation culturelle autour des notions de catastrophe. Et donc là, à la fois, on avait un commentaire du jeu vidéo, un Twitch avec une présence de personnel du musée, mais aussi de spécialistes du jeu vidéo. Et donc, pour le coup, ça nous a permis un peu d'expérimenter. Mais si ça vous intéresse, sachez par exemple que des musées comme le MUSEM, voilà, continuent à aller chercher, à aller investir ces réseaux. Et souvent, par exemple, ce qu'on peut avoir, c'est des visites de maquettes virtuelles d'exposition avec Twitch à côté pour mener une médiation. Mais effectivement, je pense que dans le panel, on n'a peut-être pas encore beaucoup de collègues qui ont réussi à aller investir ces domaines, mais voilà, c'est le champ des possibles. Peut-être d'autres questions, je ne vois pas dans le panel s'il y en a d'autres. S'il n'y en a pas d'autres, moi je poserai une question. Alors, on était dans la thématique aussi de la médiation, du faire médiation. Vous avez abordé ça de manière bien différente. Il me semble, en relisant hier notamment les propos de Noémie Couillard, qui avait pas mal écrit sur les community managers lors de sa thèse, elle évoquait effectivement ces pistes de médiation en disant qu'il y avait effectivement le premier niveau de médiation, qui est une médiation un peu institutionnelle, comme on parle de l'équipement sur les réseaux sociaux, le niveau de médiation qui a un peu une habitude par le biais des médiateurs, comment finalement on fait de la transmission en lien avec les collections. Puis il y a effectivement ce dernier niveau de médiation qui est un niveau de médiation autour de l'outil technique et qui finalement nous oblige à adapter notre propos et notre manière de parler selon le type de réseaux sociaux qu'on utilise. Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, mais je voulais savoir au sein des différentes personnes là,
est-ce que vous avez vraiment réussi à travailler cette manière de parler différemment selon les types de médias sociaux? Il me semblait que côté, Musée d'Aquitaine, on était un peu sur, le même contenu, mais d'être dans la réactivité un peu différente. On dépose le même contenu, mais on attend des réactions différentes du public. Il me semble que par contre, peut-être chez les autres collègues, on n'a pas le même message, on ne diffuse pas la même chose, selon qu'on est sur Instagram ou sur Facebook. Et donc pour le coup, on n'a pas le même acte de médiation sur ces différents réseaux. Donc je pense que si vous pouviez éventuellement peut-être, voilà, continuer un peu la discussion là-dessus, vos tons, vos niveaux de ton différents, vos manières d'être médiateur différemment selon les types de médias, de réseaux, pardon. Alors je ne sais pas qui va s'engager dans la prise de parole. Je veux bien commencer. Merci Marie. Effectivement, c'est vrai que sur les 3 réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on publie globalement la même chose, même s'il y a des petites différences. Mais on ne va pas le faire de la même manière. C'est vrai que sur Instagram, on utilise, je le disais, de plus en plus les stories. Donc en fait, il y a certains contenus qu'on va publier sur Facebook et qu'on ne va pas mettre en publication sur notre fil Instagram, et avec lequel on va plutôt faire une story, ce qui nous permet d'utiliser un ton pour le coup un peu plus décalé qu'on se permet dans cet outil-là. Évidemment, Twitter nous contraint de par le nombre de caractères. Alors, on fait des tests. Moi, je n'ai pas de recette magique. En fait, je crois on essaye des choses. Sur Twitter, on fait des threads où on a essayé de faire des contenus développés de manière assez longue. Parfois, ça marche, parfois pas du tout. Marion, je vais vous couper. Ouais. Je suis désolé de le faire, mais vous avez utilisé le mot story, le mot thread. Je ne sais pas dans le panel où tout le monde en est en fait des usages. Je vous demande pas une grande explication, mais quand vous précisez, redites juste un peu ce que c'est. C'est toujours le point de vigilance. Ça, c'est un autre aspect de la communication des réseaux sociaux. C'est nos anglicismes et même la novlangue qui est apparue avec ces réseaux sociaux. Excusez-moi Marion, je vous laisse reprendre la parole. Sur Instagram, il y a deux possibilités de publication, soit publier donc une image avec un texte qui l'accompagne, soit publier donc ce qu'on appelle une story, qui est une sorte d'animation visuelle où on fait se succéder des images avec des textes qu'on y ajoute, et donc ça permet de raconter une histoire à partir de plusieurs plans successifs, et ces stories ne restent en ligne que 24 heures, donc on est vraiment sur une communication très ponctuelle, à l'inverse des publications sur le fil Instagram qui restent visibles. Et les threads, pardon, pour Twitter, donc c'est le fait de publier plusieurs tweets, plusieurs publications les unes en dessous des autres, puisque étant limité par le nombre de caractères, ça permet de raconter cette histoire via une succession de publications qui s'enchaînent. Et donc voilà, on teste des choses. Les stories donc sur Instagram fonctionnent très très bien, et c'est ce que je disais, c'est ce qui, je crois, permet aussi de désacraliser aussi un peu le musée par le ton qu'on emploie, qui est plus humoristique, un petit peu plus décalé, et par peut-être ce côté aussi plus éphémère, moins institutionnel. Sur Twitter, le fait de publier là, en cascade via les threads, parfois ça fonctionne, parfois pas. Et je crois que Facebook est peut-être le réseau le plus académique, celui où en fait c'est le plus facile de parler comme on parlerait à un visiteur en vrai, parce qu'on a la possibilité quand même d'écrire pas mal de contenu, de mettre plusieurs images. Mais c'est vrai que on essaye d'adapter, je pense, plus le format en fait que le ton. On n'a pas fait ce choix d'avoir des tons vraiment très dissociés d'un réseau à l'autre. Merci Marion. Peut-être les collègues du MUS. Alors j'aurais peut-être là aussi une piste d'interrogation vis-à-vis de ça. C'est vrai que la porte d'entrée qui est offerte par chaque réseau pour aller vers un contenu historiquement plus solide ne va pas être la même. J'ai le sentiment que sur Instagram, même si on est toujours à un stade expérimental, on va offrir peut-être plutôt de l'anecdote, de l'interaction et un ton beaucoup plus ludique qui sera développé de façon beaucoup plus sérieuse, je dirais, sur Facebook. Ce qui me ramène d'ailleurs à une interrogation qu'avait eue Caroline Ocelli du théâtre de Jean Villard de Suresnes, qui, elle, suggère d'utiliser des pronoms totalement différents, en tutoyant par exemple sur Instagram, en vous voyant sur Facebook, et en employant quelque chose de plus neutre, notamment sur LinkedIn. Donc il peut être aussi là
là une manière de cibler différemment son audience. Voilà. Estelle, peut-être à l'écomusée, en espérant réussir à mieux vous entendre. Mais je suis désolée pour la connexion. C'est pas de On est votre en faute, territoire hein. rural et que malheureusement, la fibre n'est pas encore arrivée jusque dans tous les territoires ruraux. Je rejoins les collègues. On va dire que pour nous, l'important, c'est d'avoir surtout un ton différent entre notre communication print institutionnelle et notre communication sur les réseaux sociaux. Après, s'il faut faire une différence entre chaque réseau social, on va dire que c'est moins sur le ton que sur le contenu qui est publié. C'est-à-dire que sur Facebook, on est vraiment dans l'anecdotique, le drôle et on va dire les coulisses de l'écomusée, alors que sur Instagram, on va plutôt publier des contenus quand même plus travaillés, donc des petites vidéos, nos podcasts, et on va dire que ça se rapproche plus d'une médiation qu'on pourrait faire justement sur site. Hein. Voilà, à mon sens, les différences fondamentales dans la manière dont on les gère. Merci. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas si voilà, il nous reste encore une petite dizaine de minutes si on veut s'en tenir au programme. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions parmi l'auditoire? C'est l'occasion. Alors, je vois que certains sont en train d'écrire. Peut-être la question que je me posais également, alors on sort un tout petit peu et j'ouvre vraiment le champ et ce serait un autre sujet, mais finalement, on voit bien la place qu'a pris la vidéo dans chacune de vos institutions. Justement, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, la consommation de vidéos, c'est celle qui est la plus, comment dire, la plus investie par les usagers. Pour autant, vient une autre question derrière tout ça, qui a été le sujet, je crois, de d'autres jeudis ou même de jeudis à venir. C'est la question en fait du développement durable. C'est-à-dire effectivement, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on utilise beaucoup la vidéo et finalement, aujourd'hui se posent pas mal de questions sur ce qu'on a l'habitude d'appeler la frugalité en fait de ces contenus-là. Est-ce que aujourd'hui c'est une question que vous commencez à vous poser sur voilà le nombre de vidéos que vous mettez en ligne et le fait que voilà ça consomme du serveur, voilà ça a un impact sur le développement durable, ou plutôt vous essayez de penser ça effectivement aussi dans une stratégie globale. Je ne dis pas que vous faites votre bilan carbone, hein, chacun, on n'en est pas encore là, mais est-ce qu'en tout cas c'est quelque chose qui commence à vous à traverser en tout cas vos réflexions dans vos structures, le lien du numérique au développement durable. Et puis après, on répondra aux questions du chat. Je reprends la parole. Oui. Pour être tout à fait honnête, non, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question de la frugalité des publications côté développement durable. Par contre, sur le rythme de publication, un constat qu'on a pu faire, c'est que avec le premier confinement, il y a un an, voilà, tout le monde s'est mis à énormément publier, beaucoup plus publier, produire davantage de contenu visuel, vidéo. Et on avait l'impression que c'était un peu la course à ceux qui publieraient le plus. Et je crois qu'on en est un petit peu revenu et j'imagine que les collègues ont constaté la même chose. On parlait des statistiques il y a un an. C'est vrai qu'on a aussi constaté, nous, des très fortes poussées de visionnage ou d'abonnement sur nos réseaux sociaux, et ce qui n'était plus vraiment le cas au confinement suivant à l'automne. Et à un moment donné, on s'est dit, mais il faut qu'on arrête de publier autant, parce que je crois que tout le monde en a marre. On est tous connectés sur nos écrans là depuis des mois, et il faut peut-être aussi lever le pied. Et donc, voilà, maintenant, on publie sur un rythme qui n'est plus quotidien, et on essaye aussi de remettre des temps de pause. Donc voilà, c'est plus cette réflexion-là qu'on a par rapport à la frugalité de publication, mais c'est vrai que le lien ne s'est pas encore fait avec le côté environnement. Je ne sais pas si les autres collègues ont un comment. Ah, allez-y Estelle.
Oui, j'aurais envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je me retrouve totalement là-dedans. On a eu le sentiment voilà, d'une espèce de surprofusion de contenu numérique et je pense qu'on s'est rendu compte au bout de quelques mois que ça ne restait quand même pas le cœur de nos métiers et que l'humain allait être quand même la clé de nos structures dans l'avenir, quoi. Et je pense que du coup, la question environnementale voilà, va se poser peut-être plus de manière générale sur l'établissement que sur ces réseaux sociaux qui je pense, ont été très utiles pour dire qu'on existe, mais on sent que ça ne sera pas le cœur du sujet. Et j'ai le sentiment aussi que cette crise va permettre de montrer aussi que la médiation humaine, le lien avec le médiateur, la parole orale est aussi parfois presque plus forte en fait que le réseau social, quoi. Ou en tout cas ont des objectifs très différents. Si le réseau social permet d'appâter, le médiateur va permettre d'apporter véritablement nos missions, quoi. Et j'ai l'impression qu'au côté MUSE, vous l'avez évoqué tout à l'heure en conclusion de votre brève intervention au départ, que voilà, la volonté d'humaniser vos réseaux sociaux était vraiment au cœur. Et voilà, j'ai l'impression que c'était aussi cette idée de véritablement faire le lien entre le in situ et le en ligne. Exactement, tout à fait. Il y a, au travers de cette volonté d'humaniser, il y a aussi le fait de rappeler que l'expérience physique du lieu est de toute façon indispensable, puisque le rôle aussi d'un médiateur humain, c'est de faire comprendre aussi des éléments qu'on ne peut pas comprendre au travers d'un écran, comme par exemple l'importance du travail du ou des commissaires d'exposition. Et ça, il n'y a que l'expérience du lieu qui peut l'offrir. Donc, à nouveau, pour nous, enfin, sans vouloir parler au nom de toute l'équipe, mais j'ai le sentiment que les réseaux sociaux sont plus un seuil, effectivement, pour entrer par la suite au musée, comme Estelle Comte le disait plus tôt. Alors comme je vois l'heure qui avance, mais on sait que c'est un vaste sujet qui pourra en ouvrir d'autres. Il y a deux propos dans le chat. Il y a le fait de dire qu'effectivement, plus l'établissement est petit, mais quand on dit petit, c'est pas forcément c'est en termes aussi d'équipe. Plus effectivement, en termes de communication, médiation, c'est encore plus intégré et connecté. Donc ça, c'est effectivement intéressant comme constat. Faudrait continuer à en échanger entre les membres du réseau. Et puis est évoqué aussi l'organisation plus fine. Vous avez parlé certains de média planning. Est-ce que c'est toujours des cas de média planning? On a vu que finalement, il y a un peu des différences entre vous. Il y a des choses qui sont très intégrées à des média planning, et puis il y a autrement le fait d'être tellement au courant des choses, Estelle l'abordait, que finalement, c'est pas sûr que ça apparaisse dans un média planning, vos messages, Estelle, sur Facebook, parce qu'ils sont finalement dans votre rythme quotidien d'intervention. Et pour vous laisser éventuellement évoquer cette question d'organisation des contenus, je vous invite aussi à aller rechercher, il y a pas mal de littérature ou d'intervention, par exemple, et là c'est pour un équipement qui a des très gros moyens, c'est la manière dont a été organisée la diffusion sur les médias sociaux du côté de Gallica. Au niveau de la BNF. Je renverrai le lien, je le transmettrai à Marjolaine, mais il y a une publication de l'ENSIB qui vient de sortir où ils reparlent de leur manière d'aborder les réseaux sociaux. Et pour la question de l'épuisement, en fait, ils sont tellement devenus un collectif d'intervention sur les réseaux sociaux qu'ils tournent. C'est-à-dire, c'est pas la même personne qui publie toutes les semaines. Et résultat, en fait, ils arrivent comme ça, mais aussi ils sont un collectif, hein, entendons-nous, hein, mais ils arrivent comme ça finalement à renouveler l'intérêt, et ils vont même jusqu'à, et c'est ça qui nous intéresse, jusqu'à parfois laisser un réseau social d'entre les mains d'un galliconaute pendant une journée. Et ça, au musée de Bretagne, on a dû le faire 1 ou 2 fois, par exemple avec des étudiants, sur un projet, sur une journée où on laisse la main à notre réseau social. Donc là, c'est un peu une forme de conclusion sur laquelle je vous laisse répondre. C'est un peu sur le qui prend la parole et comment on organise cette prise de parole. Vous l'avez déjà abordé, mais peut-être si vous avez des précisions à apporter là-dessus pour notre auditoire. Peut-être le MUSE, peut-être. Alors, plusieurs choses. Effectivement, cette volonté d'intégrer la communauté au sein des réseaux sociaux me rappelle aussi, je crois que d'autres institutions comme le FRAC Île-de-France ou Palais Tokyo ont pu faire, sauf erreur de ma part, vis-à-vis de leurs propres artistes.
Comme Estelle Combe, nous sommes actuellement en train de rédiger le PSC de notre établissement, le 3e. Et il y a une volonté effectivement d'intégrer davantage les Surénois dans notre programmation, dans le regard qu'ils vont poser sur notre musée. Et effectivement, pourquoi pas leur demander un avis sur la façon dont ils perçoivent nos réseaux sociaux. C'est vrai que là, on est quand même dans une relation qui est très verticale pour le moment dans notre manière de gérer YouTube, Facebook et Instagram. Mais pourquoi pas imaginer quelque chose de plus horizontal. Mais c'est vrai que ce sont des choses aussi qui sont soumises à des validations et voilà, il faut densifier ces questions-là, mais elles paraissent en tout cas pertinentes à cette échelle. Il faut mûrir, voilà, il faut mûrir les questions. Tout à fait, hein, on ouvre. Hein. Exactement. Estelle précisait, enfin, elle peut prendre la parole, que voilà, vos messages étaient quand même programmés plus de 2 semaines, enfin 2 semaines à l'avance quand même. Il y a de l'agilité, mais tout de même, il y a de la préparation. Oui, enfin, je ne sais pas si vous voulez que je complète, mais c'est tout à fait ça. On va dire que voilà, je suis quand même à peu près au courant de ce qui va se passer dans la structure sur les semaines qui viennent, donc ça me permet quand même aussi d'anticiper. Et c'est vrai que assez rapidement, je pense que tous mes collègues ont pris le pli, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut prendre des photos tout le temps, quoi. Dès qu'ils font quelque chose, souvent je leur demande, voilà, n'oublie pas de prendre la photo, n'oubliez pas de m'envoyer la photo de ça ou ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'assez spontané et finalement, c'est assez fluide chez nous. C'est vrai que moi, généralement, je fais ça en fin de semaine quand je suis un peu fatiguée, que j'en ai marre de faire des dossiers de subvention, etc. Pour moi, voilà, le travail sur les réseaux sociaux, c'est un peu récréatif, en tout cas en ce qui me concerne, et je le fais généralement en fin de semaine. Ça me permet de me détendre. Je fais mes 15 publications et puis je m'y remets 2 semaines plus tard. Et ça me permet aussi, du coup, que ça ne soit pas du tout chronophage, parce que vous vous doutez que j'ai d'autres missions aussi importantes. Mais voilà, ça fonctionne assez bien. Et peut-être aussi pour rebondir un peu sur, c'est vrai, l'agilité dont on peut bénéficier dans les petites structures. C'est vrai que voilà, le processus de décision est très simple, quoi. Grosso modo, c'est moi qui décide ou pas si on fait les choses. Il n'y a pas de service communication. J'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui nous laisse toute liberté. Donc c'est vrai que je pense qu'on a une agilité et une souplesse d'action qui est très intéressante et qui nous permet aussi d'aller dans le cadre de l'innovation, quoi. Même si on n'a pas toujours les moyens humains et financiers. Voilà. Merci Estelle. Voilà, je vois qu'on touche à sa fin complètement. Peut-être si vous avez voilà, quelques dernières minutes, Marion, peut-être de ce point de vue de cette question des... Sur cette question, oui, je m'inscris dans ce qu'ont dit les collègues. Je n'ai pas forcément de choses à ajouter. Peut-être juste une réflexion à partager avec tous avant qu'on conclue. C'est vrai qu'on a parlé de la frontière entre communication et médiation. Je crois qu'on voit bien que tous, on utilise quand même les réseaux sociaux vraiment comme un outil de médiation. Et voilà, on s'est posé la question de se dire à quel moment on arrive à mesurer le nombre de visiteurs que ça va amener dans nos établissements. Et voilà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, être un abonné de nos réseaux sociaux, ce n'est pas déjà être un visiteur de nos établissements, mais ça nécessite de changer aussi notre perspective. Évidemment, on considère tous que le but ultime, c'est de faire venir les gens dans nos établissements, c'est la confrontation avec les œuvres. Mais est-ce que finalement, suivre une visite guidée par un médiateur sur Facebook, ce n'est pas déjà être un visiteur du musée, certes un visiteur virtuel. Donc voilà, je crois que là, il y a vraiment une réflexion qui s'amorce sur la façon de considérer nos publics. On a les publics qui viennent, qui sont des publics physiques, mais on a aussi des publics virtuels et je crois qu'on n'a pas encore le réflexe de les comptabiliser, entre guillemets, ou de les considérer comme des visiteurs à part entière, quoi. Voilà. Je trouve que c'est tout à fait une belle manière de conclure, de dire qu'il n'y a pas de visiteurs virtuels, effectivement, il y a toujours des personnes derrière ces différents réseaux. Et on conclura aussi sur des formes d'ouverture qui sont posées dans le chat. On parle de l'instantanéité des réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous parliez d'une story qui dure 24 heures. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la mémoire de ces réseaux sociaux, de notre intervention? Est-ce que c'est des choses qui sont archivées? Bien sûr, on fait des rapports d'activité, mais ce sont des rapports d'activité. Mais comment véritablement garde-t-on la mémoire de tout ça? Est-ce que les chargés de ressources documentaires s'y impliquent? Voilà, donc ça reste des questions tout à fait ouvertes.
sur lesquels on ne va pas s'engager parce que je pense que sinon nous pourrions prendre la matinée. Je pense que voilà, le plaisir de ces jeudis, c'est que ça reste un temps court, mais qui ouvre d'autres sujets. Et de toute façon, Marjolaine pourra me le confirmer. La vidéo va être est enregistrée, va être republiée. Comme à l'habitude au sein de ce réseau, les personnes restent toujours entre guillemets disponibles, ravies d'échanger. Si d'autres questions se manifestent, je sais qu'au sein du réseau, les choses s'activeront pour que on continue à partager les bonnes pratiques. Je remercie en tout cas mes trois intervenants. Voilà. Excuse-moi, juste pour rajouter juste un petit détail sur ça, sur le fait qu'on puisse continuer les échanges. Juste pour vous dire que pour certains, vous le savez, on est en train de refaire notre site internet sur lequel on aura un nouvel espace adhérent avec un forum beaucoup plus développé. Et donc, l'objectif est aussi également de poursuivre tous ces échanges qu'on a initiés par ces Jeudis de la FEMS. Voilà. Merci encore à tous les intervenants et puis aux personnes qui ont réagi dans le chat et qui nous permettent d'animer ces discussions. Oui, merci beaucoup. Je me permets aussi de vous dire que donc pour les prochains jeudis, donc dans 2 semaines, il n'y en aura pas car ça tombe le 13 mai, donc qui est férié. On se retrouve donc pour le prochain jeudi, le 27, à confirmer d'ici là, mais normalement qui portera sur la question de la restauration et de l'utilisation des collections industrielles et ethno. Voilà, avec d'autres rendez-vous à venir, la programmation des jeudis se poursuivra jusqu'à fin juin. Voilà, merci à tous et toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.